Bienvenue au royaume du sida. Écrit par Marie-Louise Abia. Lu par Ella Thea Finch. Chapitre 3, seconde partie. C'était un 18 mars, et comme tous les 18 mars depuis 1977, toute la nation commémorait l'anniversaire de la mort d'un des présidents de la République. Mort, mais immortel, assassiné par l'homme invisible dans des conditions quasi mystiques, dans son palais présidentiel, à 14h30, en présence de sa femme, ses enfants et ses gardes bien armés, qui n'avaient rien vu. Personne n'a jamais réellement voulu clarifier cette affaire, et la thèse officielle servie à la population était qu'un fantôme s'était introduit dans le palais présidentiel, avait dégainé l'arme du président et l'avait tué avec sa propre arme, avant ou après lui avoir sectionné la carotide à l'aide d'un poignard. La population congolaise, habitée par la peur, avait tout accepté en silence. Tous ceux qui prétendaient le contraire ou qui soupçonnaient autre chose, ou encore qui avaient vu le fantôme assassin, étaient soit fusillés en public, soit décapités en secret, ou alors enterrés vivants. Un autre ancien président de la République, beaucoup de citoyens lambda et un valeureux cardinal y sont même passés, assassinés par le même fantôme qui, pour le cas du cardinal, aurait arraché sa croix et l'aurait étranglé avec. Les meilleurs chasseurs de fantômes du monde entier n'ont pas encore réussi à attraper ce fantôme. Est-ce par manque de volonté ? Par peur ? Par complicité ? Ou par incompétence ? Mais le dossier n'étant pas clos, on espère qu'un brave sorcier y arrivera un jour. Néanmoins, à ce jour, le fantôme court et assassine toujours au vu et au su de tous, en faisant un doigt d'honneur au monde entier. Nous étions en plein meeting et un seigneur arriva. Nous nous mîmes tous au garde à vous, comme de coutume, et il sillonna toute la troupe avant de nous dire « Repos ». À la fin du meeting, il vint me voir dans mon bureau. Assis sur une chaise, jambes allongées et croisées sur mon bureau, le coude gauche posé sur la cuisse, l'index et le pouce supportant la tête qui ne devait pas contenir grand-chose d'intéressant, sinon la barberie et la méchanceté, il me demanda sans discrétion combien je gagnais. Il était mon supérieur hiérarchique et je me devais de lui obéir et donc de répondre à toutes ses questions, même les plus intimes, en lui disant la vérité, rien que la vérité. J'étais un soldat formaté pour être obéissant. 150 000 francs, monseigneur. Il se mit à rire comme si je venais de dire une bêtise. Il me regardait et rit encore aux éclats. 150 000 francs, ha ha ha. Et moi, tout déconfit dans mon petit fauteuil en faux cuir, je me sentis ridicule. Je regrettais un moment de le lui avoir dit. Visiblement, elle devait gagner 10 fois plus que ça, voire beaucoup plus. Quand il eut fini de se moquer de moi, il prit un air sérieux, enleva ses pieds de mon bureau, se redressa, me dévisagea un moment, puis se mit à calculer. 150 fois 2 font 300. Il secoua la tête. Non, c'est peu. Tiens, donne-moi un stylo et une feuille. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Je lui donnai un stylo et une feuille et il se mit à calculer. 150 fois 5, ça fait combien ? Me demanda-t-il. 750, monseigneur. C'est ce que tu gagneras si tu acceptes de travailler pour moi. Il s'en alla sans m'expliquer ce dont il était question. J'étais loin de savoir ce qui m'arrivait. Toujours est-il que le soir, je me mis à rêvasser. Je croyais qu'il cherchait un garde du corps et qu'il était prêt à mettre le prix pour en avoir un bon. J'ignorais si je pouvais faire l'affaire. À dire vrai, je n'avais pas le physique d'un homme à craindre, mais j'étais un bon stratège. Je pouvais être le cerveau penseur de sa garde rapprochée, constitué en grande partie de soldats qui n'avaient que du muscle à la place du cerveau. Je m'étais prise à rêver de ces 750 000 francs, 5 fois mon salaire. Ce seigneur était bizarre. Il avait l'apparence de quelqu'un de bien, quelqu'un en qui l'on pouvait avoir confiance, quelqu'un de responsable. Un bel homme, très élégant et très certainement grand séducteur. Mais quand plus tard je le connus mieux, je découvris quel monstre se cachait derrière cette si belle apparence. Le seigneur ne réfléchissait que par le sang des enfants des autres et par la violence. Il était capricieux et maniaque. Chaque fois qu'il voulait quelque chose, il utilisait les armes et faisait exécuter ceux qu'il nommait pudiquement mes otages et la clé de mon bonheur. Il s'agissait en fait du peuple congolais. D'ailleurs, à ses yeux, et il nous le répétait sans cesse, le peuple n'existait pas, il n'y avait que lui et ses armes. Il pouvait faire des Congolais ce que bon lui semblait, et il était fier de constater que personne n'était capable de l'arrêter pour ses crimes. Il était l'intouchable, le seul maître à bord du bateau congolais, lui et ses armes. Même celui qu'on appelait le président de la République avait peur de lui, et il terrorisait tout le monde en toute tranquillité, en pleine journée, dans un pays dit de droit,
et signataire de la Charte des droits de l'homme. Il était si arrogant. Le 19 mars, il revint me voir pour me dire que son offre ne tiendrait pas plus de 24 heures, que j'avais qu'à minuit pour lui donner ma réponse. Quand je voulus savoir en quoi consistait le travail pour lequel il était prêt à me payer 5 fois plus ce que l'État me payait, il me demanda « Tu es un soldat, n'est-ce pas ?»« Oui, monseigneur, » répondis-je docilement. « Un bon soldat, n'est-ce pas ?»« Oui, monseigneur. »« Alors écoute bien, soldat. Un bon soldat, c'est celui qui ne réfléchit pas, car le temps que tu passes à réfléchir peut être fatal, tu comprends ? Tu sais pourquoi j'aime ce pays ? Non, monseigneur. J'aime ce pays parce que la loi ici, c'est moi qui l'a fait et elle n'obéit qu'à moi. Je suis le tout-puissant dans ce pays et j'ai le pouvoir de mettre le président de la République à genoux devant son cancre de peuple. Commander sans être commandé, n'est-ce pas merveilleux, soldat ? N'est-ce pas fabuleux ? Mais monseigneur, je suis tenté de travailler avec vous. Pour moi. Pas avec moi. Oui, monseigneur, pour vous. Je ne veux pas réfléchir, rassurez-vous, mais je cherche juste à savoir où je vais, monseigneur. Tu connais la différence entre un bon soldat africain et un bon soldat occidental. Tous deux formés à Saint-Cyr, un bon soldat africain travaille pour son propre ventre, profite de la belle vie et des belles femmes, n'a de compte à rendre à personne, n'a pas le temps de réfléchir bêtement. Et il est un petit dieu sur son territoire, tandis qu'un bon soldat occidental n'a pas de territoire, travaille pour les autres, est toujours obligé de faire attention au moindre de ses actes, perd son temps à réfléchir. Vit comme un malheureux et il se fait tuer dans des guerres. Retiens-le. J'ignore ce qui m'attendait comme travail, mais pour 750 000 francs, je vendis mon âme et mon intégrité à un malade mental qui n'avait pour seule ambition que de jubiler devant l'effusion de sang frais des enfants des autres, devant des corps déchiquetés, des boyaux éparpillés et en putréfaction ici et là. Sa puissance se décuplait devant la misère et la mort. Ses unités de mesure, de prédilection. Je démissionnai de l'armée régulière et allai intégrer la troupe du Seigneur, qui comptait déjà d'autres soldats de mon genre, tous des gradés formés à l'extérieur du Congo, aux frais de l'État. Nous étions une vraie armée, du général au caporal, avec des petits miliciens qui nous servaient de pare-balles, des semeurs de misère, des jeunes Congolais qui, pour ne pas mourir de faim, préféraient mourir fusillés en s'inscrivant volontairement sur les longues listes débordantes de l'armée personnelle du Seigneur. Tout le monde voulait intégrer cette armée de terreur parce que le Seigneur était 100 ou 1000 fois plus riche que l'État congolais et pouvait tout acheter. Il payait bien ses employés, ceux qui n'étaient pas bien rémunérés avaient l'autorisation et la bénédiction du Seigneur pour aller terroriser les populations, piller les plus dociles et tuer les récalcitrants. Tous les jeunes désœuvrés du pays venaient déposer leur candidature pour faire partie de l'armée du tout-puissant Seigneur, des jeunes illettrés qui avaient pour mission de manier de lourds engins de guerre dont ils n'avaient aucune connaissance. Notre armée était aussi bien équipée que n'importe quelle autre armée puissante au monde, beaucoup mieux équipée que l'armée régulière du Congo. Nous avions des séries d'uniformes tout neufs. Nous avions les meilleures armes de guerre venues tout droit des usines occidentales et tous les matins, pour faire de nous de bons soldats et nous empêcher de réfléchir, nous avions gratuitement une bonne dose de chanvre, d'héroïne et de cocaïne pure. Nous avions tout d'une puissante armée prête pour la guerre. Il ne nous manquait plus que l'ennemi pour tester la fiabilité de nos engins. Le Congo n'a jamais eu d'adversaire, et donc n'a jamais combattu. Tous les pays limitrophes sont les amis du Congo, car la plupart d'entre eux formaient avec le Congo un seul territoire, le royaume Congo, ce qui explique que les Congolais et leurs voisins soient des frères. Les militaires congolais, qui n'ont jamais été mis en situation de combat réel, hormis quelques exercices sporadiques au champ de tir, ont toujours rêvé d'une vraie guerre pour justifier le port de leur uniforme et, pour beaucoup d'entre eux, le plus beau cadeau que le Père Noël pourrait leur apporter serait une belle guerre bien emballée dans de somptueux paquets cadeaux. Seulement, comme le Père Noël n'existe pas, ce cadeau restera une simple illusion tant que le Congo n'aura pas d'ennemis. Ainsi, pour assouvir leurs pressants désirs fantasmatiques, les pauvres soldats congolais qui sont presque tous exemptés d'exercice physique, parce que devenus trop dodus et donc inaptes, complexés devant leurs homologues d'ailleurs, qui méritent vraiment de s'appeler soldats car ils combattent les ennemis de leur pays, se sont obligés d'improviser des entraînements de guerre en prenant pour cible la population congolaise, qu'ils bombardent lâchement à l'artillerie lourde, comme dans une vraie guerre, un entraînement qui leur procure un plaisir ineffable. Le Seigneur était un grand fanatique de ce genre de jeu macabre et s'était constitué une armée rien que pour cela. Ses troupes, pour la plupart jeunes, originaires de sa zone ethnique, question de confiance et pour un meilleur endoctrinement, n'avaient strictement rien à envier aux troupes du président de la République. L'armée du pays
Cette pauvre petite armée de vieux bien fatigués qui n'avaient plus rien à attendre de la vie, des soldats incapables de courir sur une distance de 100 mètres, ou des jeunes qui, dépassés par la misère, choisissaient de tuer et de mourir pour un président de la République qui, malheureusement, ne travaillait que pour ses multiples compagnes et ses innombrables rejetons. Je faisais partie de l'armée personnelle du Seigneur. Nous avions pour devoir de massivement tuer les Congolais, sans leur expliquer pourquoi nous les tuons. Nous devions juste exécuter les ordres du Seigneur et tuer les Congolais. C'était notre guerre à nous. Le président de la République et le Seigneur faisaient une espèce de bras de fer que nous ne comprenions pas. Nous devions juste faire le travail pour lequel nous étions payés des fortunes faramineuses. Pendant ce temps, leurs enfants et leurs compagnes respectifs, logeant dans les hôtels particuliers les plus luxueux, étaient en paix et en sécurité en Europe, soigneusement protégés par les autorités occidentales. Ces fabricants et marchands d'armes qui servaient parallèlement d'arbitre à notre divagation et qui nous encourageaient à continuer à tuer les Congolais pour mieux apprécier l'efficacité et la fiabilité de leurs engins. Nous faisions comme des jeux de rôle avec les troupes du président de la République. Elles se tenaient d'un côté de la ville et nous de l'autre. Nous tirions au hasard, sans mesurer la portée de nos tirs, sans nous soucier sur qui nos obus iraient tomber. Ce n'était qu'un simple jeu de cache-cache et rien d'autre. Nous nous amusions à tirer avec nos armes. Un défi, juste pour déterminer laquelle de nos deux armées était la plus puissante, et nous nous en réjouissions. Nous n'étions pas les seuls à qui ce jeu procurait du plaisir. Beaucoup de gens, particulièrement les Occidentaux, marchands d'armes et exploitants de matières premières chez les pauvres, étaient également heureux de nous voir ainsi nous divertir, car cela leur permettait de mieux exploiter nos richesses, sans nous avoir constamment dans leurs pattes, pendant que nous avions l'esprit détourné, ils pouvaient tout extraire au Congo sans avoir à justifier quoi que ce soit. Nous ne contrôlions rien, et leur fourreuse tournait tranquillement, à plein régime, nuit et jour, sans arrêt. Ils affichaient un silence coupable. Ils étaient complices de ce massacre, soutenant à la fois le Seigneur et le président de la République. Mais qu'importe. Ils n'avaient jamais déclaré être amis des Congolais, et ils n'étaient qu'amis des richesses du Congo. Ils fournissaient aux deux maîtres d'œuvre impartialement aussi bien les armes que la protection de leurs familles respectives qui se réfugiaient en Occident, pendant que le peuple congolais se faisait froidement exécuter sans motif. Le Seigneur et le président de la République étaient de très bons amis et étaient esclaves des mêmes maîtres occidentaux. Ils nous faisaient tuer les Congolais en nous faisant croire que tous deux étaient devenus de farouches ennemis, alors qu'en réalité, ils travaillaient pour le compte des mêmes puissances occidentales qui les armaient équitablement, qu'ils mangeaient autour d'une même table et qu'ils adoraient le même Dieu au sein d'une même loge. Nous inventions des querelles psychonévrotiques, dignes des seuls militaires congolais. Des querelles dépourvues de conscience, et cela nous suffisait comme excuse pour charcuter les pauvres innocents, qui ne demandaient pourtant qu'à nous faire confiance. Plus nous leur trouillions la peau, plus nous jubilions. Parfois, lorsque nous avions pris trop de drogue, nous devenions totalement incontrôlables, et à ce moment-là, quand le président de la République retrouvait un peu de bon sens et se rappelait sa pitié pour les Congolais, qu'il avait généreusement et inconditionnellement adopté, la rumeur disait que le président de la République congolaise n'était pas congolais du tout, il serait franco-gabonais. Si tel était le cas, ça lui était donc égal de décimer le peuple congolais, et que le Seigneur aussi, se retrouvant doté d'un petit bout de cœur humain logé dans sa poitrine, se rappelait qu'il n'est pas bon de tuer. Tous deux nous ordonnaient de cesser le feu. Mais nous n'entendions rien, et continuons à faire résonner notre symphonie mortelle dans le pays qui devenait un véritable bac à cadavres. Le président de la République, craignant les représailles occidentales si jamais il appliquait la constitution de son pays dans son pays, n'osait jamais faire appliquer la loi sur le Seigneur et préférait danser au rythme des caprices de celui-ci. Preuve qu'ils étaient bien de vrais complices. En fait, le Seigneur, gardien soumis des intérêts occidentaux au Congo, était le petit protégé de l'Occident, qui était lui-même le véritable propriétaire du Congo et de ses richesses. En récompense à sa docilité, le Seigneur était bien protégé et il ne devait donc rien lui arriver de fâcheux, sinon l'Occident exterminerait tous les Congolais sans en laisser un seul. Il en a les moyens, simples mais efficaces comme l'empoisonnement de l'air, l'inondation des marchés congolais avec des aliments empoisonnés ou avariés, le don des médicaments périmés, les vaccinations suspectes, les pilules stérilisantes, ou tout simplement l'envoi d'occidentaux séropositifs en coopération humanitaire. Ainsi, le Seigneur avait le droit de tuer qui il voulait. L'Occident le protégerait, où qu'il soit et quoi qu'il fasse. Le jeu pouvait se poursuivre et les soldats, le doigt sur la gâchette, jubilaient. Nous pouvions tous, impunément et allègrement, nous adonner à nos fantasmes les plus délirants,
Mes hommes et moi avions violé ensemble des milliers de femmes, jeunes et moins jeunes. Je me souviens particulièrement d'une d'elles. Une femme d'une 50aine d'années qui tenait dans ses bras un bébé dont la mère venait d'être tuée. Dès qu'elle nous vit arriver, elle commença à nous invectiver en pleurant, nous accusant d'avoir violé puis tué sa fille, la mère du bébé. Pour la faire taire, je dis à mes hommes « Un stop s'impose par ici, car cette sauvage qui se plaint d'avoir la chance d'être encore en vie a besoin d'être civilisée. » Un vieux mortier et son pilon traînaient dans la cour, à côté de la dame en pleurs. Je lui arrachai le bébé des bras, l'enfonçai dans le mortier et demandai à un de mes hommes de le piler vif. Elle et toute sa famille voulurent défendre le bébé, qui pleurait également, mais mes hommes braquèrent les armes sur eux en menaçant de tirer s'ils faisaient un seul mouvement. Pendant que le bébé en train d'être pilé, que sa voix s'était éteinte, et que tout le liquide et des particules de son corps giclaient partout, la dame pleurait davantage, proférant des malédictions sur nous. Je l'attrapai, déchirai ses vêtements, obligeant son mari, ses fils et petits-fils à regarder ce que j'allais lui faire. Je la violai, puis demandai à tous ceux de mes hommes qui voulaient se soulager d'y passer, avant de les abandonner sur place avec leur bébé moulu dans le mortier. Je n'ai jamais plus oublié cette scène. Après avoir sadiquement participé au massacre du peuple congolais, peut-être pour tenter de les consoler et panser les meurtrices des malheureux survivants, le président de la République apparut à sa télévision pour s'adresser à son peuple et son discours, plutôt insultant, semblait bien plaire aux naïfs Congolais qui sont toujours prêts à confier leur destin au premier venu. Certainement touché par un des divers esprits non identifiés qui errent çà et là, le président de la République dit « Je suis un fils de Dieu comme vous. Je crois en Dieu et je respecte les lois de Dieu. Je ne tuerai point. Je n'ai jamais tiré sur personne et je ne jugerai point. Le Seigneur peut bien faire tout ce qu'il veut. Laissez-le faire. S'il vous frappe à la joue droite, tendez-lui l'autre joue. S'il vous tue ou s'il tue vos enfants, ce n'est pas grave, car vous irez au paradis, et lui, il ira répondre de ses crimes en enfer, puisque c'est tout ce qu'il mérite. Le jour du jugement dernier devant Dieu, il demandera pardon à chacun de vous. » Après s'être oint de ces quelques mots insultants et anesthésiants, les Congolais, préparés pour recevoir les obus de mortier qui les expédieraient droit chez leur Dieu au paradis, applaudissaient glorieusement leur président, innocent. Si l'on devait nous appeler pour aller voter, si nous avions enfin cette opportunité bénie pour sortir de notre piège au lieu de saisir notre chance, au lieu d'attraper cette merveilleuse aubaine pour nous délivrer de nos malheurs, nous la laisserions s'envoler et rejouerions les mêmes cartes, tournerions autour d'une même histoire comme si, pour nous, le temps s'était arrêté sur la fatalité. Comme des amnésiques n'ayant plus aucune parcelle de souvenirs dans notre mémoire, nous choisirions à nouveau les mêmes personnes et les replacerions aux mêmes endroits et celles-ci recommenceraient le même jeu, le seul dont elles soient capables, l'assassinat massif et légal du même peuple qui les y mettrait. Tout le monde, sauf nous, les Congolais, sait que dans une compétition on ne garde pas une équipe qui perd, on la remplace. J'ai entendu dire que le Congo est un pays démocratique, que c'est un pays de droit, signataire des droits de l'homme. C'est le président qui l'aurait déclaré à la télévision nationale, mais très franchement, je n'ai réellement jamais su ce que cela signifiait. Il y a une telle anarchie qui y règne. N'importe qui, ayant de gros muscles à la place du cerveau, fait n'importe quoi, n'importe où et n'importe quand. Personne ne voit ni n'entend rien et tout roule parfaitement bien à travers les temps. Ce qui comptait pour nous, c'était l'argent. Le Seigneur en avait plein les comptes en Occident et ne savait pas quoi en faire. Alors il nous payait des fortunes pour aller jouer les fantômes dans les rues. J'étais jeune et j'avais de l'argent. J'étais célibataire et je n'avais aucune charge. Je n'avais plus de famille car elle était morte sous nos bombardements. Il n'y avait plus que moi et mon paquet d'argent. Au Congo, l'ennui est l'une des causes de dérangements psychiques. Même lorsqu'on a de l'argent, on s'ennuie toujours car on ne sait jamais comment le dépenser. Il n'y a rien à acheter puisque rien n'y est produit. De temps à autre, nous recevons des produits occidentaux périmés et, en principe, destinés à la décharge, mais qui nous sont tout de même vendus. En fait, la seule chose qu'on puisse y acheter, et qui n'est jamais en rupture de stock, la seule marchandise pour laquelle on ait un large choix et qu'on ait la chance de consommer assez fraîche, c'est la femme. Chaque fois que nous faisions une petite trêve et que j'obtenais une permission, je prenais ma voiture, descendais sur les rues aux allures sinistres, ramassais une ou deux ou même 3 petites filles de 15 ou 16 ans qui essayaient de sortir chercher à manger pour elles-mêmes et pour leur famille, les emmenais dans une forêt, m'amusais avec elles comme des petits jouets, leur balançais un paquet d'argent puis disparaissais. Je ne tombais jamais sur les mêmes filles 2 fois. Je ne prenais jamais celles qui avaient dépassé 18 ans. Je les préférais jeunes et fraîches, car plus elles étaient jeunes,
Plus elles étaient naïves et plus excitant était le jeu. J'avais de l'argent, j'avais la voiture, j'avais un boulot bien rémunéré, j'avais toutes les filles que je pouvais désirer. Je ne passais jamais une journée entière avec une même fille. Comme une abeille butinant d'un nectar à un autre, j'allais toujours d'une fille à une autre, à la recherche de nouvelles sensations. C'était moi qui menais le jeu. C'était moi qui en dictais les règles. Je décidais ce qu'elle devait faire ou non. Elle m'obéissait à la lettre comme à un dieu, car c'était moi qui avais l'argent. Je prenais plaisir à cette vie et donnais raison au Seigneur. Un bon soldat africain, c'est celui qui travaille pour son ventre et non pour les autres. J'appliquais ainsi la règle du Seigneur. Tout ce que nous avions à faire était de tirer sur les gens, de compter ensuite le nombre de cadavres, et nous étions payés des fortunes en fonction du nombre de cadavres qui jonchaient les rues, symbole de notre force et de notre virilité. À la fin des hostilités, la ville était totalement détruite. Les survivants étaient complètement méconnaissables. Ils étaient comme des morts vivants sortis droit de leur tombe. Ils étaient tous malingres, n'avaient rien à manger, et ne pouvaient même pas aller en chercher, non seulement parce qu'ils n'en avaient pas la force et les moyens, mais en plus parce qu'ils étaient terrifiés à l'idée de se faire rattraper par une balle perdue. Ayant ainsi réussi à détrôner le président de la République qui prit la fuite pour aller se réfugier chez leur ami commun l'Occident, le Seigneur devint le méga maître au Congo et tout le pays, toute la population fut désormais sous son contrôle. Le Seigneur devint président. Non content de sa victoire, qui ne lui donnait que l'insignifiant titre de président de la République, il se réveilla un bon matin, puis lança un communiqué à sa radio. « Mon peuple à moi, je décidais aujourd'hui de tout changer au Congo, et vous allez désormais utiliser de nouveaux mots et concepts. À l'avenir, plus personne n'aura le droit d'employer l'expression monopartisme. Celui ou celle qui l'osera sera sévèrement châtié. À la place, vous deviez dire démocratie. Vous êtes tous convoqués demain matin à 6h30 à mon élection présidentielle. Celui ou celle qui ne viendra pas sera sévèrement châtié. Je ne veux plus n'être que président de la République. Je veux devenir président de la République. Celui qui s'y opposera sera sévèrement châtié. Je sais que vous êtes très fatigué, que vous n'avez rien mangé ni bu depuis des semaines, et que vous êtes malade depuis des mois sans possibilité de vous soigner, mais ça, ce n'est pas un problème. Vous ne risquez pas pire que la mort qui, je vous le rappelle, est votre délivrance, votre salut, car vous vous rendez directement au paradis, où coule du lait et du miel. N'oubliez pas que le Congo est trop étroit pour tous vous maintenir en vie sur le même territoire, et trop pauvre pour nourrir plus de 2 millions de bouches. Il y a à peine de quoi subvenir aux petits besoins de mon clan, mais le Dieu du paradis, lui, a les moyens de vous accommoder et de tous vous nourrir. C'est pourquoi chez lui, il y a de la place et des richesses pour tous. Si quelqu'un n'arrive pas à marcher pour aller voter, qu'il me téléphone au 666 0000. Je lui enverrai de l'argent pour le transport. Si quelqu'un n'a même plus de lambeaux de vêtements à se mettre, qu'il est tout nu et ne peut pas sortir, qu'il me téléphone au même numéro. Je lui enverrai un t-shirt dédicacé. Tout le monde doit voter, que vous soyez déjà mort ou que vous veniez juste de naître. S'il ne vous est pas possible de vous déplacer, je ferai déplacer l'urne jusqu'à chez vous, car vous devez faire votre devoir. C'est cela la démocratie. Celui ou celle qui refusera de voter sera sévèrement châtié. Je vous attends donc devant chez moi demain matin, 6h30. Si vous n'êtes pas là, ma milice, mon armée, ma gendarmerie et mes copains feront gicler votre sang partout dans le pays. À bon entendeur, salut. Malgré l'éloquence de ces horribles menaces, les Congolais, trop moribonds, ne s'étaient pas déplacés pour aller voter. Ils avaient pourtant téléphoné pour avoir t-shirt dédicacé et argent du transport, mais ne s'étaient pas rendus au vote. Le président de la République, courroucé, avait rempli tout seul ses urnes avec des bouts de papier portant son nom et son effigie, les avait présentés à son protecteur et défenseur, M. Onu-Uewa, qui avait tout entériné, et s'était auto-élu président de la République. Ce livre, ainsi que tous les autres livres de Marie-Louise Abia, sont disponibles sur Amazon en format papier, électronique et audio. Cliquez sur le lien dans la description pour vous le procurer. N'oubliez pas de laisser votre commentaire. Bonne lecture.